Bonsoir Charlet. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec les discussions qui se poursuivent autour d'un projet de budget pour 2025 à 4 jours du discours de politique générale du Premier ministre François Bayrou. Et hier, les syndicats de la fonction publique ont rencontré Laurent Marcangeli. Le nouveau ministre de la fonction publique en place depuis le 23 décembre dernier. Changement de méthode par rapport à son prédécesseur Guillaume Kasbarian. Dans son premier discours, déjà lors de la passation de pouvoir, il avait voulu rassurer les fonctionnaires. Je crois en vous, je vous aime et je souhaite travailler avec vous, avait-il déclaré, sans prendre d'engagement concret. Hier, dans ses discussions avec les syndicats de la fonction publique, il a envisagé d'abandonner les 3 jours de carence en cas d'arrêt de maladie des fonctionnaires. Par ailleurs, il dit vouloir rendre plus attractifs les métiers de la fonction publique, des métiers qui semblent de plus en plus désavoués, notamment par les classes populaires. Et l'enjeu est de taille, car pour la sociologue Annabelle Alouche, à force, cela modifie la composition sociale de tout un corps de métiers, comme pour les enseignants, par exemple. On l'écoute au micro de Wafia Kenich sur France Culture. Il y a une déqualification des métiers de l'enseignement dans toute leur diversité, sachant que passer le CAPES ou la récréation, ce sont des concours qui sont difficiles et des rémunérations qui ne suivent plus en fait. Donc pour des catégories populaires pour lequel ça pouvait être aussi un incitatif parmi tant d'autres, le statut, l'intérêt pour la fonction et l'intérêt pour l'idée du service public. Et ça affecte de facto une fonction publique qui reposait, pas totalement bien sûr, mais notamment pour le premier degré, en partie sur ces viviers-là. Alors comment faire revenir les classes moyennes et populaires dans le corps enseignant? Voici l'une des préconisations de la sociologue. Changer les concours, c'est déjà un premier pas en quelque sorte vers l'élargissement du vivier. Du point de vue du nombre d'épreuves, du point de vue du type d'épreuves, et c'est ça qui a été mis en œuvre depuis 20-25 ans, des prépas talents qui visent justement à préparer spécifiquement des élèves venus d'universités et non par exemple des instituts d'études politiques ou des universités mais d'autres types de secteurs et de les former au droit administratif par exemple à l'économie, c'est-à-dire aux épreuves potentielles des concours administratifs. Autre levier d'action, le salaire peu élevé par rapport aux études demandées pour pouvoir exercer ce métier. Pour rappel, Anne Genetet, l'ex-ministre de l'Éducation nationale, avait annoncé en octobre dernier remettre sur la table des négociations la question salariale. C'était dans le but de calmer la colère des syndicats face à la possible suppression des 4000 postes d'enseignants. Mais depuis, Elisabeth Borne a repris les rênes et le budget pour 2025 n'est toujours pas adopté. Plus de détails à venir normalement le 14 janvier, date du discours de politique générale de François Bayrou. Dans le service public, avec le démarrage du service public de la petite enfance depuis le 1er janvier, les communes ont l'obligation de gérer l'offre accueil des 0-3 ans. C'était une promesse d'Emmanuel Macron en 2022. Les communes ont désormais 4 nouvelles compétences définies aux articles 17 et 18 de la loi pour le plein emploi du 18 décembre 2023. Les municipalités doivent donc recenser les besoins des familles, les informer sur les modes d'accueil disponibles, planifier le développement des modes d'accueil et enfin soutenir la qualité de ces derniers. Mais pas assez ambitieux, ce service public de la petite enfance à peine mis en place. C'est en tout cas l'avis de Clotilde Robin, présidente du groupe de travail sur la petite enfance de l'Association des maires de France. Une avancée intéressante, dit-elle, mais insuffisante, comme le rappelle Philippe Bluteau, avocat spécialisé dans la défense des collectivités locales. L'objectif initial du SPPE, c'était d'ouvrir le droit aux familles de se rendre en mairie et d'obtenir une place en quelques mois. Or, le SPPE ne va pas jusque-là. Et aujourd'hui, de nombreuses familles peinent à trouver une place en crèche ou encore chez une assistante maternelle pour leur bébé. L'Association des maires de France s'inquiète aussi des moyens financiers censés accompagner cette réforme. 86 millions d'euros étaient prévus pour compenser les nouvelles dépenses des communes. Une ligne de crédit qui n'est plus d'actualité tant qu'un nouveau budget n'est pas redéposé. Au chapitre judiciaire, maintenant, l'affaire du Bestiaire en Normandie va connaître un dénouement, Charlet. Une affaire qui a débuté il y a plus de 2 ans et au commencement était un document humiliant d'une dizaine de pages qui circulait depuis plusieurs mois en interne dans les étages de la direction académique du Calvados. À chaque page, les inspecteurs de l'éducation nationale du département étaient comparés à des chiens avec des commentaires dégradants. Une première enquête avait été ouverte par la justice, puis
classé sans suite. Et oui, l'auteur du bestiaire n'avait pas pu être identifié. 2022, un nouvel élément entraîne la réouverture de l'enquête. Un mail écrit par le directeur académique adjoint de l'époque, Claude Choteau, avec en pièce jointe le fameux bestiaire. Nous sommes toujours donc en 2022 et 2 enquêtes sont menées, Charlotte. Une enquête administrative par l'inspection générale de l'éducation nationale. Claude Choteau sera rétrogradé d'un échelon quand il fera valoir ses droits à la retraite en 2023. Une autre enquête est menée par la justice. Elle est renvoyée devant le tribunal correctionnel de Caen. Claude Choteau va être jugé pour outrage. Il y aura un procès. C'est donc le dénouement que nous apprenaient ce matin les journalistes d'ici Normandie. Réaction à leur micro d'une inspectrice du département aujourd'hui à la retraite, Corinne Sourbet. On est pressé, impatient pour au moins la personne qui est à l'origine de cela, au moins prenne conscience du mal qu'il a fait. Parce que je suis même pas sûre qu'il y ait eu une prise de conscience. Je trouve ça non seulement dramatique, mais scandaleux, parce que l'image de l'institution a été complètement entachée, positionnant des individus comme ceux-là à la tête d'un département. Je ne comprends pas. Je reste complètement déroutée. J'avais une confiance et j'ai servi l'institution pendant 40 ans. Alors si la justice fait son travail, on pourra continuer à avoir confiance au moins en cette institution, parce que la nôtre, la confiance a été vraiment ternie. Et l'enquête se poursuit sur des faits possibles de harcèlement au sein de la direction académique du Calvados. Il y a 50 ans, jour pour jour, naissait l'émission de télé Apostrophe, émission littéraire culte animée par Bernard Pivot. Alors on finit naturellement ce journal, Shirley, en parlant de livres. Et de livres jeunesse offerts pour chaque nouveau-né et chaque enfant adopté dans les Bouches-du-Rhône à partir de ce mois de janvier. Initiative du département avec pour objectif de familiariser les enfants avec la lecture dès leur plus jeune âge, ici dès le berceau, et de lutter contre les inégalités d'accès à la lecture et l'illettrisme. Le dispositif s'appelle Mon premier livre, et ce livre, justement, c'est Qui a chippé le soleil d'Alice Kolb, paru aux éditions Hélium, choisi parmi la multitude d'ouvrages de la littérature jeunesse à l'occasion d'un appel d'offres lancé par le département. Son autrice, graphiste et illustratrice, a étudié à l'Université des sciences et des arts appliqués de Lucerne, ainsi qu'à l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg. Et elle doit être bien heureuse de savoir que 25 000 enfants démarreront leur vie avec son histoire cette année. Très chouette initiative. Merci beaucoup, Shirley.